Et je suis le fondateur de MIP Academy. Pour te cadrer, et pourtant Vincent c'est un intérieur, moi je suis un extérieur. Il revient vers moi, le directeur sportif, il me dit écoute, tu intègres le centre de formation l'année d'après. Je dis ok. C'est important, c'est là où je reviens sur le fait que quand on est plus jeune, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Robin ne me connaissait pas, m'a hébergé pour que je puisse aller au boulot. Ouais. J'avais pas encore d'appart. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo de l'invité mystère ou... Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Muslife. C'est le premier podcast de ce genre, mais pas le dernier. Voilà, donc l'émission s'appelle Temps mort. Temps mort pourquoi? Parce qu'on est des basketteurs. On prend un temps mort, on s'arrête sur des moments de vie et on discute et voilà. Donc aujourd'hui on est avec, si vous regardez mes vidéos, vous l'avez déjà vu, un grand monsieur, grand dans son cœur et grand par sa taille parce qu'il fait 2,6 m. 2,7 m. 2,7 m. Je tiens à mon 7. Parce que le 7, on a une histoire avec ça. Ouais, 2,7 m. Et voilà. Donc de toute façon, je vais le laisser se présenter. Vincent Mendy. Ça va, mon lutte? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, ouais, comme je m'appelle Vincent Mendy, 40 ans. Ouais, 40 ans, la quarantaine, purée. 2,07 m. Ancien basketteur professionnel, actuellement je suis éducateur aussi au ministère de la Justice et j'entraîne aussi l'équipe R2 des Bains, dont Luther qui est venu nous rejoindre et je suis le fondateur de MIP Academy. MIP, on vous en dit pas plus maintenant, mais on reviendra après dessus. Yes. Moi je me suis fait mes petites fiches, j'ai fait mes recherches. Il a fait le pro, ouais, obligé. Le vrai journaliste. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a une question mystère d'un invité surprise. Donc, il faut rester jusqu'à la fin pour savoir qui c'est. Pour la présentation, j'ai noté, est-ce que tu peux me donner ton âge, tu l'as déjà dit, ouais. Ton parcours scolaire, ta ville natale, ta profession, tu en as parlé, tes passions, et voilà. Ma ville natale, je suis né au Sénégal. Ok. Je suis né à Dakar, je suis arrivé avec toute la famille à l'âge de 2 ans. Ouais. Et j'ai grandi à Évreux, en Haute-Normandie. C'est combien Évreux? C'est à 27, c'est en Haute-Normandie, à 1 heure de Paris, à 30 minutes de Rouen. Okay. Donc attention, c'est une grande ville Évreux, c'est une graine de champion. C'est une graine de champion. Il y a, par exemple, en basket, on a Joseph Gomis qui est du même quartier, qui était le joueur, l'un des premiers joueurs du quartier à sortir pro. Ouais. Émilie Gomis qui a été vice-championne olympique. Bintou Diémé à l'époque est aussi passé pro en ligue féminine de basket. Et après plein de footballeurs, des champions du monde. Mandanda, avec qui j'ai joué au foot. Ah ouais? Petites anecdotes, ouais. J'étais footballeur avant, mais j'expliquerai un peu plus en détail. Et Ousmane Dembélé qui est d'Évreux. Oupa Mécano qui joue au Bayern. Ok, mais en fait, c'est vraiment un vivier. Mathieu Bonnemer avec qui on est de la même génération, un ami d'enfance qui a fait une belle carrière pro au foot, qui est d'ailleurs directeur de... S'il parle pas, en fait, on ne sait pas qu'il a vécu. Ouais, j'ai connu du monde quand même. Et directeur au Havre, et Bernard Mendy. Il n'y a que des champions, il y a plein de petits que je ne connais pas parce que je suis parti, je suis parti à l'âge de 17. Et ils sont j'ai mes parents qui habitent toujours là-bas. Ok. Putain, moi, tu vois, je pensais que c'était Paris. Non, il y en a beaucoup qui pensent que je suis de Paris, mais à la base, je suis d'Évreux. Après, c'est pas loin. Mais j'ai fait pas mal de choses aussi dans la région parisienne, que ce soit des tournois, des rencontres aussi, mon ancien agent, etc. Donc, pas mal de choses dans la région parisienne. Ok. Parcours scolaire? Parcours scolaire, je suis allé jusqu'en... à l'époque, ça s'appelait un BEP vente. J'ai fait le BEP, j'ai eu mon BEP vente, je suis passé après en bac pro. Commerce, j'ai dû arrêter parce que je faisais ça en correspondance. Parce que du coup, avec les entraînements pro, etc.,
j'ai tenté le coup Ouais, et je n'étais pas studieux et du coup j'ai dû choisir la voie basket. Et après, vers la fin de carrière, j'ai repris un petit peu les études en passant mes diplômes d'éduc sportif, entraîneur aussi, donc voilà, des petits diplômes après par la suite. Ok. On va passer sur son enfance. Donc, dis-nous, raconte-nous un peu le Vincent Mendy de, je sais pas moi, allez. Donc tu arrives en France à 2 ans, tu m'as dit? Ouais, 2 ans. Tu as des souvenirs du Sénégal et tout ou t'étais trop petit? Non, j'étais trop petit, j'ai trop de souvenirs. Moi, mon enfance c'est Évreux, hein, j'étais plutôt un gamin, on va dire plutôt cool, parfois un peu effacé, mais effacé pour mieux observer. Comme un Sénégalais. Voilà, comme tout, on est un peu pareil. Mais avec l'âge, c'est différent maintenant. Mais oui, un peu comme maintenant, vraiment dans l'aspect plutôt cool, détente. Je peux être parfois colérique et parfois un peu boudeur, ma femme me connaît, donc elle peut confirmer sur ça. Mais voilà, non, sinon plutôt quelqu'un de cool, déterminé et la volonté d'apprendre, d'évoluer sur tout ce que j'entreprends. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, tu n'as pas commencé par le basket, tu es passé par le foot avant? Ouais. Parce que franchement, ça, je pense que c'est vraiment un truc. Moi aussi, je suis passé par le foot. J'ai l'impression que tous les sportifs, déjà, on passe tous par le foot. Ouais. Et les basketteurs, je ne vais pas donner de pourcentage, mais il y en a beaucoup qui sont passés par le foot. Énormément, parce que j'ai grandi dans des quartiers comme toi. C'est ça, City Stade et le premier sport, on va dire le premier sport national, c'est quand même le foot. En France, même mondial. Ouais. Et du coup, moi aussi, je suis issu d'une famille footeux. Mon père, il adore ça. Laisse tomber, il se regarde les matchs de foot. Et à l'époque, quand je jouais au foot, il m'emmenait à tous les matchs. Il était présent. Tu sais, des fois, tu cherches un parent qui accompagne l'équipe et il y a souvent un manque de voiture. Mais mon père était toujours là. Bien. Et après, au basket, c'était différent. T'as lâché, voilà, ils l'ont lâché. Mais voilà, mes frères ont joué au foot. Donc moi, c'était mon premier kiff, quoi, le foot. Et après, j'ai évolué dans le basket, mais c'était le premier sport. De 5 ans à 11 ans. Et est-ce que tu t'es déjà dit une fois que tu vas devenir pro au foot ou pas? Déjà, est-ce que tu étais bon ou pas? Parce que moi, je sais que Audric, il va voir la vidéo. Non, il y en a qui disent que t'es pas fort au foot. Audric, c'est un rageux. Ah ouais? Audric, parce qu'il a. On va revenir dessus, mais à l'époque, quand on jouait ensemble, je vais montrer quelques petits dribbles. Bref, il m'a chambré parce que j'étais nul, soi-disant. Non, j'étais plutôt pas mal. Après, avec le temps, tu sais, l'aspect, tu grandis un peu, tu deviens moins rapide, t'es moins vif, parce qu'il faut être vif aussi au foot. Ouais, c'est ça. Et je suis passé un peu à l'équipe un peu 1, 2, j'ai côtoyé les bonnes mères, tout ça. Et après, au lieu de monter, j'ai descendu de niveau. Donc on va dire que j'étais plus haut. Et t'as toujours été plus grand que les autres ou t'as grandi comment? Petit, j'étais plutôt dans la taille moyenne. Et après, à l'âge de 9-8 ans, je faisais partie de la grande. Je faisais partie des grands. T'étais plus grand. J'étais plus grand que la moyenne. À cette époque, petit, tu le vivais comment? Parce que moi, je fais que, à comparer à lui, je fais que 1m95. Mais je sais que petit, j'étais toujours plus grand que les autres. Et on me dit, et si j'ai un conseil pour tous les petits qui sont un peu grands là, marchez jamais comme ça, tenez-vous droit parce que plus tard sinon vous allez être tourbé et ça c'est vraiment vrai. Faut être fier, faut se dire que vous êtes grand, vous avez de la chance. Moi j'étais complexé petit et le basket ça m'a aidé à vraiment me sentir utile, tu vois. C'est pareil, hein. Moi clairement je te rejoins sur ça, petit. Malheureusement, parfois quand on est gamin, on a des mots qui peuvent blesser la personne en face. Donc oui, j'ai reçu des moqueries parce que voilà, j'étais plus grand, etc. Donc inconsciemment, comme tu dis, hein, même je le suis un peu, j'essaie un peu plus de me redresser, mais c'est des choses, on aimerait être dans la taille soi-disant moyenne. Et oui, le basket après m'a vachement... J'ai pris conscience avec le basket ou même par la suite
c'est une fierté d'être grand, il y a du charisme, quoi. C'est charismatique, tu vois. Et après, de voir que tu as une vue plutôt panoramique, tu vois tout le monde de haut, c'est un kiff. Après, oui, il y a toujours des personnes un peu maladroites, je dis ça, mais voilà, je le vis plutôt bien maintenant et je suis fier. Je te rejoins sur le message. Soyez fiers les grands quand vous êtes petits plutôt, quand vous êtes plus grands que les autres, soyez fiers de votre taille et voilà. Et ouais. Du coup, bon, t'es grand, t'es plus grand que les autres. Tu commences le basket parce que t'es grand ou ça se passe comment à cette époque? Déjà, tu commences le basket à quel âge? Je commence le basket à l'âge de 11 ans. 11 ans. Mais 11 ans, j'ai un ami d'enfance qui était dans ma classe. Qui me disait mais Vincent, t'es grand, viens en basket, lâche le foot, t'es pas fait pour ça, lâche le foot, viens en basket, tu verras, tu vas kiffer. Et moi je disais non, il m'a tellement saoulé qu'à un moment j'ai dit allez, je viens essayer, on verra si par la suite j'adhère, sinon je reviens au foot. Donc il m'emmène à un de ses entraînements. Sauf que lui jouait en équipe 1, à l'époque c'était Benjamin. Je crois c'est pareil. Si, c'est U9. Ah non, U13, ouais. Bref, c'était Benjamin. Et donc j'arrive avec l'équipe 1. Les gars, ils ont des années de basket, ça joue propre, fluide, ça crosse, ça tire. Moi j'arrive, je balance des briques, bam. Un pied sur l'eau, je comprenais rien, j'étais vraiment nul, tu vois. Je dis waouh, bon. Le basket, c'est pas fait pour moi. À la fin de l'entraînement, je serre la main au coach, je dis merci coach. Mais j'ai pas le niveau, donc je vais retourner au foot. Mais non, t'es fou, t'es malade. Enfin, il me dit pas comme ça, mais en gros, non, pars pas, reste avec nous. T'as un potentiel, je te veux dans mon équipe. Je dis ouais, mais j'ai pas le niveau comparé aux joueurs qui sont là. Il me dit fais-moi confiance, reviens demain. Et au final, j'ai fait confiance et je suis revenu et c'est parti de là. Et ouais, c'est ça. En même temps, tu me diras, les coachs, maintenant tu dois le savoir. Hein. Et les coachs, tu vois un grand, tu te dis dans tous les cas, tu vas pouvoir le façonner et tout, tu vois, surtout quand il est jeune. Donc, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Du coup, une belle. Et c'était à Évreux, ça? C'était à Évreux, à Évreux. Le coach s'appelait François Moisson, s'il écoute cette vidéo. Je l'avais revu quand je suis passé pro. Et après, il a disparu un peu, il n'était plus dans la région. Mais ouais, il m'a clairement poussé et on a vu les progrès. J'étais en difficulté au début. Et par la suite, pour te dire, je suis le seul à avoir terminé pro dans tous les jeunes que... Ouais, donc il ne s'est pas trompé, quoi. Ouais, il ne s'est pas trompé. Ok. Mais voilà. Et du coup, j'avais une question, c'était est-ce que tu as toujours été intérieur? Mais du coup, oui. Ouais. Bon, oui, parce que à l'époque, c'est quand t'es grand, boum, t'es à l'intérieur. Alors que maintenant, on voit commencer, hein, t'as des grands qui dribblent, qui tirent. Le basket a changé et la façon de voir les choses, même si certains pays avaient de l'avance, je pense à la Serbie, etc., où ils avaient tendance à faire travailler tous les skills, tous les postes de jeu, toutes les tailles, etc. Et moi, quand j'ai commencé, on me dit « Oh, t'es grand, boum, tu dribbles pas, tu tires près du cercle. » Donc en quelque sorte, ça m'a un peu frustré parce que même si j'étais plus foot, mais je regardais les vidéos un peu Michael Jordan. C'est ça, en vrai, à l'époque, tu regardes ça. De GOAT. Mais voilà, donc c'est tous ces joueurs qui avaient des skills, qui dribblaient. Moi, je voulais être un peu comme ça, tu vois. Et ça m'a un peu... ça m'a un peu frustré en quelque sorte de se dire on te met dans cette case-là alors dans un que... carton et après tu peux plus bouger. Moi c'est ce que je reproche un peu au coach. Hein. C'est ça. Alors que moi je suis partisan même maintenant, tu vois, t'es grand, je veux que t'apprennes à dribbler. On le voit un peu avec les seniors. Un gars comme senior, je le mets des fois à faire des trucs de meneur. Mais bon, même si c'est peut-être trop tard, mais voilà, j'estime qu'on doit apprendre à jouer à tous les postes, que ça soit meneur, parfois sur les moves intérieurs, même si tu vas pas passer des heures. Et les grands sur le dribble, le tir, c'est important. Et après, en fonction des qualités de chacun, on te mettra à tel poste. Mais je trouve ça
c'était dommage. Mais bon, après, voilà, ça a évolué. On le voit avec Wemby qui est hors norme. Hors norme. Mais il y a beaucoup de grands qui dribblent, qui tirent aussi. Donc ouais, j'étais souvent tout le temps intérieur. Ok. Intérieur, mais au playground, je voulais justement, je travaillais mon dribble. T'as commencé à jouer tôt au playground ou pas? Ouais, bah, à partir du moment où je me suis lancé dans le basket. Ah ouais? Ah ouais, après, laisse tomber. Mes parents, quand ils me cherchaient ou quoi, ils savaient que j'étais au terrain de basket avec les potes, on se tuait. On jouait jusqu'à pas d'heure. Des fois, il n'y avait pas de lumière. On jouait quand même, tu vois, c'était... Moi, j'ai commencé tard, tu vois. Moi, j'ai commencé à jouer dehors vers... 16 ans, je crois. Ah ouais, c'est là que j'ai commencé à connaître Audric et tout. Et Audric, à l'époque, vraiment, quand je te dis, Audric, Xavier, c'est les deux gars avec qui on a joué. C'était les légendes de Grenoble. Mais vraiment, quand je te dis légende, la première fois que j'ai joué contre Audric, je me disais, ouais, et tout, première fois que je vois Audric, je joue contre lui, tu vois. Au final, maintenant, c'est mon pote. Mais ils étaient vraiment c'est ce qu'on m'a dit, les Grenoblois, ils m'ont tous dit ça. T'as pas menti, Audric, t'es pas mytho sur ça, mais bon. Et je pense que tu vas me rejoindre dans le sens où... Mais ça joue beaucoup le playground, je pense, c'est important pour notamment nous. Après, oui, quand on passe dans tout ce qui est le rectangle avec tout ce qui est système, etc. Donc il faut savoir retranscrire un peu ce que tu sais faire en playground dans le collectif. Parce qu'on a vu des bons joueurs de play arriver on va pas donner de 5-5. On va pas donner de nom. Mais voilà, j'en ai connu plein. Mais moi, ça m'a aidé dans le sens où quand j'étais gamin, j'avais des potes du quartier qui me chambraient. Tu connais comment c'est, ça chambre beaucoup. Ça vannait un peu, t'es trop lent, nanani. Et ça m'a motivé justement à apprendre à être plus rapide sur mes départs en dribble, sur mon dribble, des trucs comme ça. Donc le playground a beaucoup joué sur ça. C'est vrai. Moi, je le rejoins sur ça, vraiment. Moi, j'ai commencé à vraiment progresser quand j'ai joué en playground, parce que tant que tu joues pas en playground, pour moi, tu te connais pas individuellement sur ce que tu peux faire. En fait. Et certes, il faut avoir un jeu d'équipe et une compréhension du jeu, mais le jeu en playground, vous pouvez tester sans qu'il y ait de conséquences. En match, quand tu fais une paire de balles, tu as 2 points derrière, le coach il te sort dehors. Il y a juste ton pote qui va te dire ouais, tu aurais pu faire la passe, mais après tu rentres chez toi, c'est oublié. Donc vraiment, je vous conseille les jeunes de jouer un maximum, de tester des choses et vous allez pouvoir construire votre jeu comme ça. Ouais, c'est clair. Et du coup, bon, tu joues, tu fais tes classes au basket, je suppose que tu progresses. C'est à quel moment déjà, est-ce que tu commences à dominer et à quel moment tu te dis, bon, déjà, est-ce que c'est toi qui te dis ou c'est quelqu'un qui te fait comprendre que tu peux passer pro? Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu cette phase où je débute, je progresse, etc. Et après, arrivé en minime, je commence à faire, même en Benjamin, j'ai commencé les sélections départementales. Et après, régionales en minime. Là, je vois que c'est du sérieux. Mais surtout, il y a plusieurs trucs qui font que... Des échecs qui font que ça m'a fait progresser et donner une rage surtout. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en sélection à l'époque, en sélection de région qui était la Haute-Normandie, d'ailleurs j'ai joué avec TJ Parker, l'ancien entraîneur, le frère de Tony Parker, on était en sélection ensemble. Et Pierrick Poupé qui est actuellement coach de l'Asvel. Donc on est tous du même coin. J'étais entraîné, son père m'a même entraîné, le père à Tony Parker à l'époque à Évreux. Et en minime, on avait les sélections, donc je fais toutes les premières étapes dans l'année, etc. Et arrivé à la phase finale pour pouvoir faire le tournoi final qui regroupe toutes les régions de toute la France, donc l'Île-de-France, Nord, etc. Il fallait choisir, il fallait éliminer 2 ou 3 joueurs. Donc je ne fais pas partie du groupe, je suis éliminé. Je suis dégoûté, je pleure, tout. J'allais dire, t'as pleuré, mais moi t'as... Non. Même si, voilà, j'étais vraiment dégoûté, plein de rage. Et le coach Bruno à l'époque, qui essaye un peu de me réconforter en me disant voilà, je sais que tu as le potentiel. En gros, les joueurs qui étaient devant moi, ils avaient plus d'années de basket. Mais voilà, le tournoi arrivait là. Il a choisi le joueur qui avait plus d'années que le potentiel. Voilà, il faut encore façonner. C'est l'instant T. Voilà, sur l'instant T. Et du coup, la chance, enfin, comme on dit souvent, il y a un malheur pour un et une chance pour l'autre. Il se blesse
le joueur qui était devant moi, il se blesse, il m'appelle. Donc au départ, je dis oui. Mais d'un côté, je dis à mon frère ou mes parents, non, j'ai pas envie d'y aller. Je suis pas un boucheron, tu vois, des trucs de con, quoi. Excuse-moi du mot, parce que non, les gamins qui nous regardent. Mais voilà, donc après, je décide quand même d'y aller. On me dit soit, il me dit non, vas-y, justement, c'est une réponse. Il faut que tu donnes une réponse de son choix, toi, en gros, de lui montrer qu'il avait tort. Ouais. Et là, effectivement, j'y vais. J'expose le tournoi, je fais un tournoi de folie. Le gars, on s'est revu une fois au match de gala, parce que j'ai fait pas mal de matchs de gala de Tony Parker. On s'est revu avec Bruno et il m'a dit « T'avais la haine contre moi hein. ?» Je dis « Ouais, j'avais la haine et justement ça m'a motivé pour te faire mentir et que ta décision elle était pas bonne. Quoi. Au final, il m'a dit j'étais content que tu aies fait cette partie. C'est bien, en vrai c'est bien. Là, les échecs comme ça, ça c'est un point, je sais pas trop comment l'amener, mais est-ce que tu as un conseil ou plutôt une vision des choses par rapport aux jeunes qui veulent devenir pro, qui sont en structure de centre de formation et qui vont pas y arriver, tu vois, parce que des fois je pense qu'il y en a qui sont pas forcément préparés à ça. Moi pour ma part, j'ai fait une année de sport-études et une année de centre de formation. J'étais pas performant et j'avais pas forcément d'objectifs clairs. Ils m'ont pas gardé. Je l'ai bien vécu, ça va, mais je sais que il y en a après, ils se relèvent pas, tu vois. Ouais. Oui, effectivement. Le conseil, c'est difficile à donner un conseil parce que on sait comment ça se passe dans le centre de formation, que tout le monde ne sera pas pro. On est à peu près, avec Cadet Espoir, on a à peu près une vingtaine si je compte les potentiels Cadet France qui jouent en espoir, donc une quinzaine. Allez. T'en as peut-être un ou deux. Tu vois, donc faut se dire ça dans la tête que tout le monde ne passera pas pro, mais on a tous une chance d'y arriver. Après, oui, tu as certains joueurs qui partent avec du retard parce que d'autres ont un potentiel ou enfin ont plus de qualité, on va dire. Parce que le potentiel, tu peux être moins bon et avoir un potentiel. Mais ils partent avec du retard, mais après, c'est la rage de vaincre. C'est la volonté de tout donner à l'entraînement, de prouver au coach que parfois ces décisions ne sont pas bonnes te concernant, tu vois. Je dis pas de faire le rageux, de tout niquer. Moi, c'était un peu ça au départ, mais après j'ai basculé vite dans le mode difficile rentrer sur le terrain. Jeune aussi, c'est difficile à capter, ça j'en suis conscient. Mais se dire c'est sur le terrain, tu vois, de tout donner et aussi se donner les moyens. Parce que avec le boulot, je donnerai des exemples après, mais avec le travail, plus tu bosses, plus tu as de chances d'y arriver. Donc le conseil c'est d'y croire et de rester aussi humble dans le sens où tout le monde n'y arrivera pas, mais ça peut te servir dans ta vie. Moi j'ai encore des souvenirs, bon après oui je suis passé pro, mais j'ai des souvenirs du centre de formation qui sont gravés à vie, des potes avec qui on a passé des bons moments. Mais en même temps il faut aussi préparer une porte de sortie, que ce soit dans les études, tu vois, ça aide vachement et se dire que c'est pas la fin du monde de ne pas y arriver. Mais il y a d'autres issues, tu arriveras peut-être dans le boulot, dans autre chose, mais voilà, faut pas désespérer et bosser dur si vraiment passer de bon temps. C'est vrai. Donc même si vous finissez pas pro, il y a toujours de l'espoir et vous pouvez continuer à jouer au basket comme moi. Terminer dans la lutte life. Voilà, vous pouvez terminer ici. Regardez, je suis pas pro. Pourtant, je m'en sors bien. Je trouve que je suis un bon joueur. Voilà, faut être narcissique des fois. Après, c'est le plaisir. Après, on prend tout, le plaisir sur autre chose, sur la vie. La vie, il y a tellement plein de trucs à faire que voilà, il n'y a pas que. Certes, on est tellement passionné par le sport. On a envie d'être comme les joueurs qu'on voit à la télé et ça peut être un échec, on peut avoir du mal à remonter ça, mais on peut aussi, ça peut servir de motivation. Là, on va passer sur ta première année pro. À quel âge tu passes pro? Dans quel club, à quel âge tu passes pro? Et pour embrayer tout de suite, c'était quoi tes points positifs, enfin tes points forts
pour que par exemple le coach te prenne dans son effectif, et tu avais quel rôle un peu dans cette équipe? Bah, j'ai commencé dominant, on va dire, ouais, vers minime, je faisais partie des bons joueurs, mais dominant vers cadet. Ok. Et à l'époque à Évreux, Évreux ils sont en Pro B, hein, c'est une équipe emblématique du basket français. Ouais. Et à l'époque, c'était un bon centre de formation aussi. Donc, il y a le directeur sportif qui dit à notre coach en cadet France, je vais prendre 2 joueurs. Donne-moi 2 joueurs de nom qui peuvent passer au centre de formation. Donc il donne mon nom et 2 autres joueurs. Ouais. Et il lui dit, écoute, j'en ai 3, je ne peux pas t'en donner 2. Donc c'est à toi de choisir. Et au final, il me choisit, encore un échec, il choisit les 2 autres. Enfin, un échec qui m'a servi, j'explique pourquoi. Parce que justement, j'étais dégoûté, je m'y attendais. Hein, je voulais intégrer le centre de formation chez moi, etc. Et avoir cette possibilité d'être en espoir, tu vois, voilà, grappiller, etc. Donc un échec. J'ai dit ok, c'est pas grave. L'année qui suit, les gars qui étaient au centre de formation jouaient quand même en cadet France avec nous. J'explose tout. Le meilleur joueur de cette année-là. Okay. Il revient vers moi, le directeur sportif, il me dit écoute, tu intègres le centre de formation l'année d'après. Je dis ok. Mais dans ma tête. Ah, t'es rancunier, hein? Ah, je suis rancunier un peu. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais rancunier dans un sens pas, dans un bon sens, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, mais j'ai gardé au coin de ma tête ce qu'il m'avait dit quand il a fait son premier choix. Du coup, derrière, je rencontre mon agent qui a été mon agent pendant un moment. Il m'envoie faire des essais au Mans. Au Mans, il voulait me prendre, mais il y avait Alain Kofi qui était du même profil que moi, donc il voulait pas, qui était déjà là-bas, donc il ne voulait pas me mettre en concurrence avec lui. Du coup, l'Asvel me prend. Ok. Et t'as quel âge là? J'avais 16 ans, on est allé au State, c'était 16 ans, Okay. 17 parce que je suis parti à l'Asvel à 17 ans. Okay. Et du coup, j'annonce non, je pars à l'Asvel. Donc effectivement, j'ai mis... en gros, tu m'as pas pris, je lui ai dit, tu m'as pas pris l'année d'avant, moi voilà. En vrai, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Évreux était en Pro B et l'Asvel en Pro A, donc l'Asvel, on connaît le palmarès. Et du coup, aucun regret, j'arrive à l'Asvel, là je passe en cadet France au départ et espoir. En fonction, j'arrive avec Ali Traoré, on arrive en même temps, plus nos darons, pareil, nos parents, nos papas qui nous accompagnent. Son papa, pareil, grand, balèze, pareil comme moi. Donc, ça veut dire quand même ton père, il était derrière toi pour le foot, mais basket, il te suit quand même. Ouais, il me suivait sur des trucs comme m'accompagner, que ce soit même à l'Asvel et à Nancy plus tard. Mais non, ils m'ont toujours suivi. Toujours une importance avec l'école, mais le basket aussi. Donc voilà, après je passe à l'Asvel et de là à l'Asvel, je commence à être dominant en cadet France, où on perd en demi-finale de titre de champion de France contre Pau. On termine 3e du coup derrière, mais je joue beaucoup aussi en espoir. Pour vous dire, j'étais devant Ali Traoré, on connaît sa carrière, qui est maintenant consultant. C'est surclassé là? Ouais, surclassé, enfin on pouvait jouer en espoir, mais on était cadet encore. Donc je suis arrivé, pour moi en plus cette année-là avec les espoirs, il y avait Amarassi était passé pro, mais Fred Miguel, Lassana Touré, ça te parle pas, mais... Non, Amarassi, S'il voit la vidéo, je pense qu'il les joueurs... Ouais, Amarassi, c'est la légende. Mais Lassana Touré, Noua Diakité, Guy Guédegbe, Thomas... ils avaient terminé champion de France l'année d'avant. Moi, j'arrive l'année d'après. En espoir, c'était le All-Star Game tout le temps. Comme si t'arrivais chez Chicago, c'était une équipe quasiment pro, alors que c'était espoir, mais ça jouait tellement athlétique, ça jouait vite. C'était le All-Star à chaque fois. Pour te dire, les anciens pros, Jim Bilba, Ciara, tout ça, ils venaient voir les matchs espoir parce que c'était le showtime. Je mens pas, mais je te crois. C'est clairement, mais ils pourront. Je demanderai à Mara tout ça. Enfin, c'est à l'occasion de lui poser la question un jour, j'espère. Parce que c'est vraiment une super personne. Il était tout le temps avec nous, on était tout le temps chez lui, il venait de passer pro, il voulait revenir en espoir parce que c'était une bonne on déconnait grave bien, tu vois. C'était vraiment cool. Mais les matchs espoirs, c'était quelque chose. Et d'avoir l'occasion de jouer avec eux.
Ça va bien. Ouais, et là je dis ouais, c'était quand même énorme. Okay. Et après, bah voilà, je suis passé pareil hein, de joueur important les années d'après. Ouais. Et mes qualités, c'était vraiment de tout ce qui est rebond, défense, jeu de haut panier, le contre. Après, parfois j'étais un peu trop. On me disait que j'étais un peu trop gentil, tu vois, dans le jeu, pas assez agressif des fois, ou je croquais pas assez en gros. Et c'était un peu mon. Mais après voilà, moi j'étais plus dans l'aspect collectif. C'est pour ça que j'essaie d'amener un peu maintenant dans le coaching, mais je voulais voilà, faire le. Après c'est vrai que quand tu es jeune, tu vois la maturité de. Tu peux vouloir tout tuer, tu vois, avoir une mentalité de tueur, mais je trouve que c'est difficile d'être pleinement conscient de tout ce que tu peux faire et tout. Et avec l'expérience, même 2-3 ans plus tard, je pense, c'était déjà plus incisif, tu vois. Ouais. Après, avec l'expérience, tu te dis, oui, j'aurais peut-être pu accentuer sur certains points forts et avoir un truc vraiment, tu vois, tu sais que c'est ta qualité, c'est ta sécurité, tu vas être tout le temps quasiment du 90%, tu vois. Je prends un exemple sur un petit tir en poste haut, un truc comme ça que j'étais un peu bon sur tout quasiment. Par le 3 points, je shootais pas, un peu sur la fin, tu as mis quelques tirs quand même. Mais voilà, j'ai un joueur plutôt dans l'aspect défensif. Pour l'anecdote, après je continue sur ma carrière. Tu peux lancer des anecdotes, hein, t'inquiète. Donc j'ai enchaîné après l'Asvel, j'ai fait 2 ans. Derrière, j'ai la possibilité de passer à Nancy, là vraiment de basculer avec les pros. Même si à l'Asvel, je m'entraînais avec les pros déjà. Là, tu as vraiment un rôle de pro quoi, à Nancy. Vraiment, parce que ma première année quand je suis arrivé, j'avais 17 ans, donc je devais être cadet. Et éventuellement grappiller en espoir, donc je grappille. Sauf que ça tombe l'année des JO de Sydney. Greg Beugnot à l'époque, il y avait plusieurs joueurs français qui étaient à l'Asvel, qui étaient en équipe nationale. Donc ils ont fait venir beaucoup d'espoir et à ma surprise, j'ai fait les entraînements au début en préparation. Après je suis pas allé en prépa, mais voilà, la deuxième année je m'entraînais quasiment avec le coach serbe Tanjevic qui était à fond pour les jeunes. Donc franchement c'était une superbe année. D'où Amara il a explosé parce que l'année d'avant il jouait pas et l'année d'après il faisait partie des meilleurs joueurs. Donc l'Asvel champion de France en plus après 20 ans. Donc là il me fait jouer, mais après j'ai une opportunité où Nancy m'appelle. Où parce qu'on était nombreux on va dire à l'Asvel à avoir un potentiel. Il y avait Ali Traoré, Hervé Touré, Amarassi qui était déjà pro, il y avait pas mal de joueurs. On était à peu près du même poste avec Ali en plus. Et du coup, je pars à Nancy avec cette chance de pouvoir intégrer l'équipe pro dès le départ, espoir pro, être joueur majeur. Donc on termine, je crois, 2e la première année. L'année d'après, champion de France espoir. Et sur ces années-là, je fais la rencontre de Sylvain Lautier, qui est pour moi quelqu'un d'important parce que c'est lui qui m'a lancé et qui m'a fait bosser tellement dur. Parce que tu as fait bosser chez lui là. Il m'a emmené en vacances en gros. Mais ces vacances à l'époque, il était directeur d'un camp. Et il m'a emmené avec sa famille. Et pendant le camp de basket que lui, où il était directeur, il m'entraînait genre tôt le matin, on allait courir autour du stade. On a eu tout un été pendant que les autres y chillaient, et on enchaînait avec basket, après repos, le midi, entre midi et 2, pareil, entraînement, sieste, entraînement, le soir encore, donc c'était une charge d'entraînement énorme, mais ça m'a tellement servi. J'ai senti la diff. Parce que cette année-là, après cet été-là, en préparation, dans les meilleurs joueurs, je jouais alors que j'étais encore espoir. Et cette année-là, je jouais en espoir une trentaine, 40, ça dépendait des matchs, mais 40 minutes parfois. Et j'enchaînais dans le 5 en pro et je jouais une vingtaine de minutes en Coupe d'Europe. On jouait la Coupe d'Europe cette année-là, donc j'étais souvent, je faisais une vingtaine de minutes en moyenne. Terminé MVP contre Novi Sad, je me rappelle bien.
Novi Sad. C'est quoi, c'est équivalent Euroleague aujourd'hui? C'était un peu plus bas qu'Euroleague. C'était la Korac, ils ont gagné la Korac l'année d'avant, c'était juste au-dessus. Ouais. Il y avait 3 coupes, je crois qu'on était la 3e ou la 2e, je ne sais plus exactement. Et du coup, un match où, et tu vois, j'étais un peu aussi le chouchou du public. J'ai encore d'ailleurs des contacts avec des supporters, notamment Sylviane. C'est la dame de la vidéo pour là. moi une maman, qui me considère un peu comme son fils, mais j'étais adopté, j'étais un peu le chouchou et du coup même eux c'était un plaisir de me voir jouer le jeune du club qui joue quoi. Et après voilà, donc pour te dire les vacances à bosser individuellement, à se donner à fond et se dire que oui, j'étais déçu parfois en disant que mes potes ils sont là, ils s'amusent à la plage et moi je suis là, je cours avec un temps comme ça, tu vois. Mais bon, ça m'a grave servi et cette année-là, je termine MVP du championnat espoir. Ça, peu de gens le savent parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'émissions, de cérémonies qui expliquent, mais j'étais meilleure évaluation du championnat espoir et MVP du championnat espoir. C'était en 2004-2005 je crois. Donc, et voilà, après je passe pro complètement. Mais Sylvain Lautier malheureusement part. Et c'est Jean-Luc Monchot qui arrive à Nancy, qui arrive en 10 ans direct. Pourtant il y avait du potentiel dans l'équipe. Il y avait Salmon qui était pro à Limoges, Bestron, etc. Donc moi, Petrovic, Moustapha Ndiaye aussi, donc des joueurs qui ont fait des carrières pro. Il dit direct, je ne suis pas là pour former des joueurs, moi je veux gagner des titres. Donc effectivement, l'année d'après, je vois la diff de passer à jouer et de ne plus jouer. Et pour moi, ça a été, là je dirais, j'ai pas un regret, mais parce que j'avais Sylvain Lautier qui me poussait en quelque sorte. Même si, tu vois, j'étais déterminé, je bossais, il n'y a pas de souci, mais il mettait Vincent, on y va, on bosse. Et que cette année-là, il n'y avait plus ça. Manchot, il s'en foutait complètement, tu vois. On bossait un peu avec l'assistant, mais c'était différent. C'est plus le même environnement, ça n'a rien à voir après. Ouais, ça n'a rien à voir, parce que lui, clairement, après, il a prouvé. On a gagné, j'ai eu mon premier titre pro là-bas, Semaine des As, qui est la Leaders Cup maintenant. Mais après, derrière, il a gagné le titre de champion de France, etc. Donc, il a prouvé. Mais lui, son objectif, c'était de gagner des titres avec des joueurs pros, pas de forme. Et il était réputé pour ça. Donc voilà, comme quoi le boulot. Pour ça que cette expérience m'a servi sur mes projets que j'exposerai après. Ok. On va y venir dans pas bien longtemps, je pense. Là, c'est la partie, on va dire, un peu moins drôle de la vidéo, un peu moins positive. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, même dans le négatif, tu retrouves du positif. Qu'est-ce qui fait que tu passes du monde pro au monde semi-professionnel, puis après un peu au monde amateur professionnel? J'ai eu une belle carrière, je suis content, fier et peut-être que j'aurais pu avoir mieux, peut-être pas. C'est déjà beaucoup plus que la plupart. Oui, mais certes je pars de Nancy parce que je ne jouais plus, je descends en Pro B à Mulhouse. Début un peu difficile, mais après je fais une bonne saison avec Bronchard, etc. Et Doudou, il se reconnaîtra, MBT. Il est coach personnel aussi. Mais derrière, je pars, je fais une bonne saison à Mulhouse. Il y a Clermont qui était en Pro A, m'appelle, contrat de 2 ans. Je repars en Pro A. Je me blesse, je me suis blessé en fin de saison à Mulhouse, mais je pensais que c'était rien, mais au final c'était une blessure grave. Donc je me reblesse en prépa. Et là, 1 an sans jouer. Wow, 1 an sans jouer, j'ai eu du mal à revenir ma 2e année. Heureusement que j'avais un contrat de 2 ans. Et 2e année, je galère, je joue pas beaucoup, on descend. C'était une année difficile pour moi. Je pars derrière, je fais des essais à Gravelines pendant 1 mois. Il penche après sur un autre profil en prenant des ricains. Je fais une pige à Nanterre. Après, je pars 6 mois au Maroc. Et là, une expérience. T'as beaucoup bougé en fait. J'ai beaucoup bougé, énormément.
Et après, cette pige au Maroc, je fais une bonne petite pige avec plusieurs anecdotes. Mais derrière, je re-signe en Pro B à Charleville. Ça se passe pas très bien. Donc je descends en N1. Ouais. En N1 Angers, ça se passe bien. On fait les playoffs, pas loin de la montée. Je signe à Liévin. Liévin, ça se passe super bien. J'avais un contrat de 2 ans. Ouais. Je devais re-signer encore pour 2 ans avec le coach Mopsus, avec qui ça se passait super bien. Dépôt de bilan du club. Ah ouais. Donc derrière, je vais à Chartres. J'arrive en cours de saison, mais une bonne moitié de saison. Et derrière tout ça, après, j'ai une opportunité de passer. Il y a un club en National 3 à Annecy qui m'appelle pour un projet de reconversion en même temps et de faire monter le club. C'était Cran ou c'est Annecy C'était Cran à l'époque, Lucab à l'époque. Ok, Lucab, ouais. Donc voilà, et après il y a eu pas mal de. Je ne vais pas détailler tout ça, on n'a pas le temps, mais voilà, il y a eu des problèmes en gros et des problèmes extra-sportifs, quoi, on va dire. Mais on est monté quand même en N2. Okay. Et après, je repars quand même dans le monde semi-pro à Metz, où je passe 2 belles années. Ça m'a permis aussi de passer mes diplômes. C'est là, par exemple, quand tu fais tous ces allées, ces va-et-vient et tout ça, dans ta tête, tu te dis forcément que tu vas pas forcément repartir en Pro A pour performer, je suppose. Au départ aussi, ouais. Avant oui, au départ c'était ma volonté, mais après voyant que j'ai du mal à retrouver le niveau, un peu le potentiel que j'avais. Mais à ce moment-là, par exemple, comment tu vois un peu ton avenir professionnel? Tu te dis que tu vas travailler dans le basket, tu te dis que t'as quoi un peu comme... tu arrives à être motivé ou t'as une perte de motivation un peu? Ouais, je garde la motive, à part la blessure que j'ai eue à Clermont, c'était un petit peu le déclic parce qu'on m'a dit peut-être que tu vas pas rejouer en fonction de la blessure que j'avais eue. Okay. Et je me dis, est-ce que je continue vraiment ou je commence à préparer l'après, quoi. Mais au final, je rejoue, je reviens, je mets du temps à revenir, mais je reviens, je descends de niveau et je m'éclate. Donc je reste dans le monde pro. Mais en étant en N1, etc. Donc à partir de là, j'étais 100% en tant que professionnel, c'était mon métier, quoi. Et après, quand j'ai commencé à basculer en semi-pro, là, la réflexion, elle était pro. J'ai préparé un peu l'après, d'où ma venue ici dans la région où c'était complètement pour le travail, quoi. Ok. Et voilà, j'étais aussi en fin de carrière, on va pas se mentir. J'étais la trentaine passée, mais voilà, c'était l'objectif aussi de se rapprocher de la belle famille et de plus dépendre que du basket. Je venais d'avoir ma fille, du coup voilà, je voulais préparer. On va lui faire coucou, coucou Rose, mes bébés. Comme ça, t'es contente. Rose et Maël. Gary, il est 20h30, on va jusqu'à 20h40. Allez, 40. Robin, il va reprendre le... Ouais, de toute façon, on est 6. Donc... Ouais, il va commencer l'échauffement. Ma question pour faire le clap de fin sur le monde pro, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné contre qui tu as joué et aussi le coéquipier avec qui tu as préféré jouer. Avec qui tu as préféré jouer, pardon. Il y a eu tellement de coéquipiers et tellement de bons joueurs aussi. Mais déjà, je vais partir sur le joueur qui nous a fait... qui a fait qu'on a voulu aussi, que j'ai voulu aussi passer pro. Il y a Joseph Gomis, dans le sens où c'était le gars du quartier qui est pro, etc. et qui joue pour notre ville et qui jouait. Après, on connaît sa carrière, équipe de France, tout ça. Mais il y a aussi Jojo, et Michael, mais pour l'avoir vu, d'ailleurs une anecdote par rapport à ça, c'était à Bercy en 97. Du coup, pour ceux qui ont suivi récemment sur Netflix Last Dance, sa dernière année en 97 avec les Chicago, la dernière année du titre d'ailleurs. Ils viennent à Paris parce que c'était un tournoi qu'ils organisaient McDonald's. Et McDonald's c'était le sponsor du club à Évreux. Donc ils ont invité tous les licenciés, enfin les jeunes. Et il y avait, ce tournoi-là, ils regroupaient les meilleurs, les champions de chaque pays quasiment dans le monde. Donc tu avais les USA avec le Chicago qui était champion l'année d'avant. La France c'était le PSG Racing à l'époque. Barcelone pour l'Espagne, Grèce je crois c'était Pana.
Donc nous, on a eu la chance de voir Chicago contre PSG. Et on arrive donc à Bercy, on était affolés, les gamins. On nous met dans les tribunes, tout en haut à Bercy. On se regarde avec des potes, mon meilleur pote d'enfance, etc. Je dis, mais c'est pas possible, on vient voir Jojo. Ah, vous avez gratté, hein. On est obligé de descendre. Et du coup, on fait le tour de la salle à Bercy. Tu as des gars de sécurité à chaque porte. Il faut montrer ton billet pour accéder dedans. Le gars, on essaie une fois, il dit non, vous êtes en haut. On tourne, il y a un mec qui se retourne, il est au téléphone. On est passé. On s'est dit, même pour aller au pipi, on remonte pas, on sort plus. Normal, et du coup, on est descendu à la sortie du tunnel quand on sort des vestiaires. Ouais. On était juste au-dessus, on a vu Jordan, même pas 20 mètres, 50 mètres. Ah, ouais. Et on voit Jojo, pour l'anecdote, ça m'a impressionné, je le raconte souvent. Ouais. Mais on était à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable avec flash, c'était le téléphone plus de talkie-walkie, etc. On voit la sortie des joueurs qui sortent avec le son de B.I.G. en plus. Je pense que c'est mon monnaie, mon problème. Parce que ça me marque, ce son-là, quand je l'écoute, je pense à ça à chaque fois. Je pense et il sort, t'as Jojo qui sort à la fin. Et là, que des flashs. Que des flashs. Mais flashs avec appareil jetable, là, tu vois. Ébloui par les flashs, mais le flow, le charisme, tu dis waouh, c'est Jojo quoi. J'ai un pote à côté se met à pleurer. Ah ouais? En larmes, waouh. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Gonda? Il y a Michael Jordan. Wow, je dis Joe, reste moi quand même, tu vois, mais non, après je le comprends. Mais moi j'étais ému à l'intérieur. Mais voilà, et pour moi Jojo, ça a été en voyant ces matchs, tout ça m'a poussé aussi à se mettre dans le basket. Mais voilà, donc c'est un bon moment que... Enfin, c'est fou quand même de se dire qu'une personne, ça peut motiver autant de personnes dans le monde. C'est fou, hein. Donc c'est pour ça que pour toi, Michael Jordan est plus fort que quand tu vas poser la question, c'est pour moi... Il y a LeBron, je respecte, Kobe aussi, mais Jojo, c'est au-dessus. Et après, voilà, c'est des joueurs qui... En coéquipier, j'ai aussi Vincent Mazin, que tu connais pas, c'est un ancien, mais qui a fait une belle carrière à l'équipe de France aussi. Ouais. Mais parce qu'en gros, il m'a, par son travail, il mettait des coups. Hein. On le surnommait l'ostéo tellement pour te dire. Moi j'étais comme ça, mais il m'a bien... Mais voilà, il m'a bien montré comment c'est le monde pro, le boulot et son jeu de haut panier que je kiffais. Ouais. Et lui aussi, quand tu as l'occasion, je ne sais pas si on peut revoir ses interviews, il disait que ce n'était pas le joueur le plus talentueux. C'était pas forcément le joueur le plus talentueux, on disait qu'il allait peut-être pas réussir, etc. Ouais. Mais par le travail, il a réussi, il a fait la carrière qu'il a fait, quoi. Et tous ces joueurs-là, et après des coéquipiers, j'en ai eu plein. Ouais, c'est vrai qu'on a un paquet quand même. Des joueurs avec qui je suis resté en contact, comme Georges Joseph qui est parti mes meilleurs amis, tu as Tony Ranfort, tu as Doudou Mbodji qui en Alsace. Il y a des joueurs, Moussa Badian, d'autres on est moins en contact, mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était vu hier. Mais il y a plein de joueurs avec qui j'ai apprécié jouer à l'époque. J'en oublie peut-être, il y en a qui vont... T'en oublies sûrement, c'est sûr, de toute façon que t'en oublies. Mais après tant d'années dedans et d'avoir fait tant de clubs. La prénat et tout, on passe, non? La prénat, ça a été une belle aventure. Hein. Je regrette pas ces 6 ans passés avec toi. Hein. On a appris, on peut raconter quelques petites... J'étais un peu chiant, je te saoulais parce que quand je te voyais, deux fois, je te disais, il a 10% alors qu'il peut être énorme. Et j'étais derrière tes côtes, même quand tu as lancé ta lutte live, tu te rappelles, après, j'étais en mode old school, je disais, ça te montait peut-être 2 fois. Et aussi, je pense que vu toi, c'était ta dernière année vraiment en club et tout, tu vois. Et en plus, vraiment, ça, c'est un truc que je crois que je t'avais déjà dit, mais ça m'avait impressionné un peu. C'est que toi, ta dernière année, tu avais 39. 39. Dernière année de basket. Un peu mal de partout. Puis... mais je te voyais, malgré les horaires de boulot et tout, tu as des horaires pas faciles. C'est vrai.
tu te tuais quand même à la salle. Ouais. Tu vas chez le kiné pour te tenir Ah en ouais, forme. ça, par contre. Et j'ai trouvé que l'année qu'on a fait en N3, parce qu'on a fait une année en N3 ensemble, Ouais. tu as été bien plus performant que les années années d'avant. Et en fait, tu vois, même là en disant, en fait, je comprends que c'est parce que c'est comme si moi, par exemple, je jouais avec des gens de départ qui n'étaient pas forcément performants parce que c'est pas ton niveau, tu vois. Alors que là, quand tu retrouves des gens qui sont de ton gabarit, tu peux les meilleurs matchs que je l'ai vu faire, c'est quand il était contre des intérieurs qui étaient aussi grands que lui. Là, il peut s'exprimer parce qu'en face, il y a du répondant. Mais quand tu joues contre des nains, les arbitres déjà, ils cassent et tout. Ouais, c'est pas facile après. Bon, on va pas revenir sur l'arbitrage, mais c'est ouais, j'ai eu quand même plusieurs arbitres en prénat qui me disaient c'est compliqué de t'arbitrer. Donc tu te dis pourquoi tu es tellement dominant qu'on ne peut pas te siffler, on siffle rien. Ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. S'il y a 15 000 fautes, bon, bref. Une faute, c'est une faute. C'est une faute, c'est une faute. Et après, oui, j'ai eu du mal à m'adapter à ce niveau-là, parce que je ne connaissais pas. Et après, en N3, ça a été, oui, après, il y a eu cette blessure, malheureusement, qui a fait que c'était la fin. Mais oui, je m'exprimais vachement mieux parce que voilà, comme tu as dit, hein, tu as bien dit, il y avait des joueurs un peu plus grands, ça jouait un peu plus basket. Et c'est dommage, hein, c'est dommage que, bon, après on va pas revenir dessus, mais il y a plusieurs facteurs qui ont fait des bons souvenirs. Voilà, c'est ce que je dis, mais des belles rencontres, des gars qui jouent plus aussi dans le club où on est actuellement. Je pense à Audric, Xav, H, Thibaut, Raph, Pete, etc. Des gars avec qui on a passé des bons moments et ce serait toujours un plaisir de les revoir. Et aussi des belles rencontres, tu vois, comme Robin qui est mon assistant et Cyril. Le derrière, il est en train de les faire souffrir. Voilà, il échappe un peu. et Cyril aussi, parce que c'est des gars qui comptent beaucoup aussi, parce que voilà, quand je suis arrivé ici, ils m'ont accueilli. Robin ne me connaissait pas, m'a hébergé pour que je puisse aller au boulot. J'avais pas encore d'appart. Et Cyril, pareil, ça s'est fait naturellement et je suis parrain de sa fille. On est comme des frères maintenant. C'est des gens importants et mon petit Lutte aussi. J'étais casse-couille avec toi, je te reprochais des choses, mais je t'apprécie beaucoup. En vrai, c'est important. C'est là où je reviens sur le fait que quand on est plus jeune, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et moi aussi, c'est ma problématique cette année en tant que capitaine, c'est que j'essaie de reprendre un peu des fois des jeunes qui ont 18 ans et tout, mais moi quand je me rappelle, lorsque j'avais leur âge, c'était un peu le même schéma avec Vincent. Alors que maintenant c'est moi qui essaie de reproduire avec les autres, donc c'est à moi de comprendre qu'ils ne vont pas forcément aussi avoir le recul pour comprendre, c'est une question de temps en fait. C'est un schéma qui est continu, hein, ça sera toujours comme ça. Moi c'était pareil, hein, j'étais dans votre situation quand j'étais plus jeune. Je comprenais pas, je disais deux fois ils me cassent trop la tête, les anciens ils sont relous. Mais après c'est avec le temps que tu comprends pourquoi. Mais j'ai deux anecdotes rapides. La première, balance-moi les dossiers. La première c'est que quand il arrive à Domaine, pour vous dire comment j'étais fermé, quand il est arrivé au club où je jouais, lui il avait le numéro 7 avant et moi j'avais le numéro 7. Et du coup, je me suis dit, non, c'est mon territoire et tout, faut que je garde mon numéro. Je dis, non, c'est mort, le numéro 7, je le garde. Du coup, il a dû prendre le 14. Ça, c'est la première anecdote. Une anecdote un peu plus positive. J'ai baissé... Non, mais t'as été plus sage. Je vais pas dire ça. T'as été plus sage. En fait, je vais te dire pourquoi. Parce que, Audric, il rigole sans ça, mais bon, bref. J'arrive dans le club, je me dis, je suis arrivé... En star. Tout à l'heure, quand tu parlais de qualité, je ne suis pas arrivé en rostar ou quoi. Il y a eu certes mon expérience, mon pédigré qui fait que voilà. T'es arrivé humblement. Oui, je suis arrivé humblement. Et c'est ma qualité, c'est que je suis comme ça. Même parfois, on me dit de ne pas assez l'exprimer dans le sens où pas être prétentieux ou arrogant ou quoi que ce soit. Mais voilà, je le fais de mieux en mieux. C'est pour ça que ce que je fais aussi sur mon académie, etc., c'est par rapport à tout ça. Mais je suis arrivé, je dis, allez, je viens d'arriver, le jeune est là depuis un moment, il y tient pour ce numéro. J'y tenais. Moi, j'ai fait mon temps et je dis, allez, 7 plus 7, 14, allez, on prend pour le 14, on part sur le 14. Et le 14, ça m'a... Et franchement, je kiffe ce numéro. Je reviendrai. Le 7, pourquoi? Parce que c'est un de mes chiffres. C'est pareil que toi, on a tous des chiffres qu'on adore. Mais c'est mon chiffre, c'est le chiffre de ma femme. Il y a pas mal de choses avec le 7 qui fait que... Mais voilà, 7 plus 7,
C'est 14, donc 14, Bon. ça m'allait bien aussi. Tout est bien qui finit bien. Donc voilà, on n'a pas terminé en bagarre, mais je t'ai laissé. Et la deuxième anecdote, c'est que le premier match que tu fais avec nous, c'est contre Cran, je me rappelle. Ouais. Et je lui dis, allez, vas-y, tu peux pas mettre un dunk et tout. C'est vrai, Dernière tu m'as action, saoulé. il met un poster. Sur un peu, c'est un big man, hein. Ouais, Big je man, sais il met un plus. poster, il reste accroché Eh, et il dit un truc du genre, ouais les gars et tout, aidez-moi à descendre parce qu'il avait mal au dos ou au genou. je non, sais j'ai plus. une crampe. Ah, t'as une crampe, c'est une crampe. Mais bon, c'est là que je me suis dit, bon, on va pas trop lui en demander quand même. Parce que moi, je voulais que qu'il dunk, je voulais que qu'il dunk. C'était ouais, j'avais quoi, 36, 35, je sais plus. Mais ouais, sur ce dunk, j'avais tout donné. Ah. Et le corps est suivi pas, j'avais plus mon corps de... Du coup, Et j'avais ouais, une crampe. purée. Je t'ai dit ouais, moi. Bon, on va passer sur le point le plus important concernant Vincent. Le coaching, donc de toute façon, je sais que tu avais déjà coaché avant. Ouais. Il me semble que tu avais coaché la 2 de domaine, non? J'ai coaché Un la moment. 2, mais auparavant, j'avais commencé, comme je t'ai dit, je préparais un petit peu Ouais, diplôme de l'après-basket. coach. J'ai coaché à quasiment à tous les niveaux, notamment avant de venir à Domaine, dans la région. J'ai coaché une équipe U15 du côté de Saint-Etienne. Ok. On termine d'ailleurs champion de France. Ah, bien, palmarès. Enfin, champion de France. Champion Régional. lyonnais. Ok. Du côté de lyonnais avec toutes les équipes lyonnaises, c'est-à-dire l'Asvel, Andrézieux. Ouais. Donc, nous, on était un petit club, on n'était pas du tout les favoris. Ouais. Le président il me dit au début de saison, on se qualifie en poule haute, c'est bien, mais si on descend en poule basse, on jouera le titre. Mais voilà, donc, en début de saison, et au final, avec une équipe de bosseurs, pas les favoris du tout, hein, parce qu'on n'avait pas les meilleurs joueurs. Ouais. Pour te dire même rapidement, parce que je vais être trop bavard sinon. Non, vas-y, Mais vas-y. demi-finale, on joue contre l'Asvel. Ouais. Et tu vois, ils font tout un show. C'est les demi-finales, donc il y a tout un show, présentation, etc. Sortie du tunnel. Mes joueurs, ils faisaient tous la taille du meneur. Ils étaient tous des nains. Le plus grand, il faisait peut-être la taille de l'Aurélie. Ah, ouais. Donc, ils regardent, je vois mes joueurs flipper. Tu vois. Ouais. Et les filles qui jouaient la demi-finale d'avant, elles passent, elles rentrent dans leur vestiaire. Elles me disent, mais c'est des benjamins qui jouent contre des minimes. Oh Tu vois, non. et en fait, ce match-là, premier mi-temps, on se prend 20 points. J'ai mon meilleur joueur qui se casse le bras, fracture. Je dis, oh purée, soit on prend plus, soit ça motive les autres pour se battre et revenir. Et au final, les gars, ils se remotivent pour le joueur qui s'est cassé le bras. On gagne le match, on revient de 20 points, on gagne le match de 2 points Vous contre avez gâché l'Asvel. la fête. Ouais, contre l'Asvel, le public qui pousse. C'était David contre Goliath, donc du coup c'était pour le plus petit. Et après la finale, on la survole parce que voilà, le match le plus difficile, c'était la demi-finale contre l'Asvel et on termine champion avec un bon petit groupe de jeunes. Donc voilà. Et ouais, j'avais commencé le coaching bien avant. Après, j'avais pris la 2 de domaine. Arrêté un moment et j'étais un peu sur l'école du basket. Et là, je reprends cette année, après 3 ans, on va dire, d'arrêt. Ok. Ouais, parce que pour l'anecdote, même si c'est pas vraiment une anecdote, si vous me suivez, si vous ne connaissez pas la chaîne, déjà abonnez-vous si vous êtes encore là. Et allez voir, parce que moi je filme toute la saison et c'est Vincent mon coach. Donc vous pourrez nous retrouver dans la série Road to Playoff, parce qu'on essaye d'atteindre les playoffs cette année. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous. Ouais, du coup, bon, cette année tu nous coaches et tout. Et ton projet le plus important actuellement, de toute façon, tu vas nous en parler, on en a déjà parlé un peu, mais on y vient. Ouais. Le MIP. Ouais. Donc, je te laisse nous dire ce que c'est. Vraiment, tu peux prendre le temps que tu veux. Tu nous dis. MIP déjà, c'est Most Improved Player. C'est un titre qui est récompensé aux États-Unis. En gros, le meilleur joueur ayant la meilleure progression. La meilleure progression, quoi. Et je trouve que c'est un peu à mon image et un peu à cette volonté de progresser de tout ça et de tout ce que je mets en place, que ce soit sur les camps, les entraînements aussi individuels qu'on a commencé ensemble. Parce que c'est des choses que j'ai vécues. Les camps de basket, je l'ai vécu quand j'étais gamin. J'étais dans un quartier difficile. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens.
Mais avec une bande de copains, on arrivait avec une association qui était dans le quartier. Ok. On faisait des petits boulots, des petits trucs pour pouvoir bien, faire ça. payer les camps. Donc chaque année, on faisait bien. différents camps. Jusqu'à le rêve, c'était les États-Unis qu'on a réussi à avoir. Vous avez réussi? En suivant, si vous me suivez sur la page MIP, il y a des petits articles dans la description, de ce projet-là. Donc on a réussi à partir alors qu'on était parti de loin, mais voilà, la ville nous avait aidés, le département, tout ça, vu qu'on était déterminés. C'est à mon image, quoi. Donc, donc voilà. J'ai toujours eu cette volonté de faire des camps. J'avais commencé sur une autre entité pour ceux qui ont fait des camps, parce que c'est pas mon premier camp. Hein. Ça fait 3 ans à peu près. Il faisait déjà des camps, mais avant, on va dire que c'est comme si il faisait des camps, par exemple, pour une entité. Et maintenant, il a créé sa propre entité qui est le MIP. Donc là, les camps, maintenant, ça va être au nom de Vincent Mendy et les gens viendront pour Vincent Mendy, en gros. C'est ça. C'est lui qui sera directeur du camp et qui va tout administrer. Voilà. Je suis fondateur de MIP. Donc l'idée, ça ne change pas. Hein. C'est toujours le même concept. On va rajouter d'autres choses et donc rester bien connecté. Mais c'est dans cette optique de donner la chance à tout le monde de participer à des camps. Déjà, le seul truc que je demande, c'est d'avoir la motivation de vouloir venir pour du basket. Parce que oui, on a des moments, tu as été encadrant, tu sais ce que c'est. On a des moments où on rigole parce que j'estime que la cohésion, surtout avec la catégorie d'âge, donc il y a des différences d'âge, même si on les sépare quand c'est question basket, mais sur l'aspect ludique, je trouve que c'est important. Il y a le côté grand frère, petit frère, etc. Donc, et ça marche plutôt bien parce que les retours que j'ai sont plutôt positifs et ça se développe. Et j'ai pas mal de demandes de clubs de l'Isère et même de la région, parce que je fais aussi la Savoie maintenant avec le club de Montmélian. Et donc voilà, le matin sur ces camps, on axe vraiment sur le travail individuel. On travaille sur des mini-groupes, on essaye de corriger, d'être derrière des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ou le coach n'a pas le temps de faire avec le peu d'entraînement qu'on a dans l'année. Donc sur des camps, on a le temps. Donc le matin, on axe surtout sur ça pour essayer de faire progresser, faire découvrir d'autres méthodes de travail, donc des choses que moi j'ai vécues. Donc c'est de redonner cette expérience que j'ai eue, de faire partager à la jeunesse, parce que j'axe un côté important à la jeunesse pour faire progresser, donner envie. Je ne dis pas que je vais faire le prochain LeBron, le prochain Steph Curry, etc. Qui sait? J'aimerais bien, hein. Un jour on me dit, il est passé par mes camps. Mais je veux que tout le monde, quand il passe par les camps MIP, prenne du plaisir, sorte de là en disant, voilà, j'ai progressé sur ça, et fait des belles rencontres, parce que c'est aussi des belles rencontres. C'est ouvert à tous, mixte. Et là, pour l'instant, ça dépend de certains camps, mais on part sur 2 fois des tranches de 7 à 18, de 10 à 18 pour le prochain, qui est ici à Hébin. Donc il ne reste pas beaucoup de place, dépêchez-vous, ça serait vite. C'est quand attends, redis, c'est quand? C'est du 19 enfin c'est écrit sur ma page, c'est la première semaine des vacances. Ok, donc, de février. Tu le mettras sur le... C'est comme ça que tu fais là sur le... Vas-y, on va le mettre là, ici, voilà. Juste là. C'est ça. Et du coup, j'ai toujours eu cette volonté de partager tout ça, cette expérience, parce que ça soit le travail individuel, je trouve avec le travail individuel, on progresse tellement. Et de travailler sur les points forts, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, on accentue sur les points forts, tout en travaillant les points faibles, mais d'avoir bossé sur un truc, on sait que c'est ton point fort, tu sais que c'est ta sécurité, tu sais qu'en match, tu vois que tu es en galère, c'est 90%. Boum. C'est ça, c'est la Marcus Aldridge, je vois, qui disait pour Wemby, qui doit se trouver un go-to-move en gros. Oui, c'est ça. Dans les 2 dernières minutes, quand c'est chaud, tu sais que Aldridge, il sait qu'il allait faire que son fadeaway et aller à 80%, il le met. Donc s'il a un doute, il sait qu'il va faire ça. Et moi, tu vois, j'ai regardé ça. Et moi, j'ai pas ce mouvement où je me dis, bon, là, je vais tuer avec ça, tu vois. Donc moi, je suis toujours en réflexion, moi aussi, à mon âge, hein, pour progresser.
Et voilà, donc ça revient à ce que tu disais, quoi. Ouais, ça revient. Après, moi, bon, je pense que je te dirai peut-être après, mais je l'avais dit un petit peu, mais je pense que parfois en catch and shoot, t'es pas mal. Bref. Du coup, de mettre ces entraînements aussi individuels, plusieurs projets à venir aussi. Restez bien, suivez-moi si vous me suivez pas. De toute façon, je vais marteler que sur Insta, donc allez vous abonner. Et tu comptes un jour faire des camps d'adultes ou pas? Bah, j'aimerais bien. Après, là, c'est vrai que j'axe sur la jeunesse, mais il y a un potentiel dans l'Isère, ce qui ne se fait pas beaucoup. Peut-être voir sur un autre format, mais la volonté aussi de faire des trucs pour des plus grands. Et les entraînements individuels, c'est ouvert aussi à tous, que ça soit à niveau filles, garçons, plus jeunes. Tu as envie de progresser, je peux t'aider. Après, malheureusement, la difficulté qu'on a en France, c'est l'accès aux salles. C'est quelque chose qui manque. Parce que à mon époque, ça ne se faisait pas trop, les entraînements individuels. Les États-Unis, ils ont une longueur d'avance, mais j'ai commencé à le faire et ça m'a servi. Mais là, ça se fait de plus en plus, mais on a ce problème encore d'accès au gymnase. On voit à Paris, il y a la House Factory, c'est génial. S'il y en avait une ici, je te jure, ça marcherait trop bien. Mais le souci, c'est ça. On n'a pas ces accès aux salles qui permettent de mettre ça en place, parce que là, je suis en train de le mettre en place, mais voilà, je donnerai plus de détails, mais les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc restez branchés. Voilà, restez branchés. Tu veux rajouter quelque chose sur le MIP ou... Le MIP, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager au maximum de gens dans la région. Parce que je dis dans la région, au départ c'était département, mais maintenant qu'on est en Savoie, ça se développe vachement. Il y a des coachs de qualité. Il y a Xavier qui me suit depuis un moment, qui est énorme, qui est vachement bien sur l'aspect technique, pédagogue, etc. Donc franchement, des bons retours de plusieurs stagiaires et l'envie de faire plus, déterminé comme toute ma carrière. Même s'il y a eu des échecs, même quand j'ai lancé un petit peu les camps ici, enfin des échecs pas dans le lancement, mais dans la volonté, la réticence pour certains clubs. Mais au final, j'ai la demande maintenant, je suis obligé d'essayer de jongler avec aussi l'emploi du temps et la vie de famille aussi qui est importante. Bah écoute, nickel. Restez bien connectés, beaucoup de projets en tête et en espérant peut-être s'associer avec la lutte live sur d'autres choses, mais voilà, il y a pas mal de trucs, des envies aussi, parce que par expérience d'avoir fait des camps aux États-Unis, à l'étranger, qui sait. Donc ok. Moi, pour ma part, si je peux témoigner, on a fait des entraînements individuels en début d'année, avant la saison. J'avais jamais fait ça. Et en fait, ça vous permet, moi personnellement, tu sais que j'ai bien commencé la saison grâce à ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai bien commencé le premier match, je mets 33 points. Il y a ta blessure qui te... tu fais des choses que tu fais pas souvent et tu as quelqu'un qui est vraiment là pour te cadrer. Et pourtant, Vincent, c'est un intérieur, moi je suis un extérieur. Il m'a vraiment donné des conseils et tout. Et ça m'a permis de commencer la saison vraiment bien réglée en fait. C'est comme si, vous voyez, quand vous commencez la saison, normalement vous calibrez un peu le tir, les appuis, etc. Moi je suis arrivé, j'étais déjà prêt. Donc si je peux vous donner un conseil, abonnez-vous et restez branchés parce que je pense que pour cette année 2024, je le sens bien, ça va grandir. Ouais. Non mais c'est important parce que moi voilà, même si j'étais intérieur, ça ne m'empêche pas aussi de travailler, d'apprendre et de retranscrire après avec les joueurs comme toi avec qui je travaille. Et aussi d'étudier un peu le jeu de chacun, aussi de prendre les côtés positifs. Ce que je demande aussi à certains joueurs, c'est s'ils ont une vidéo pour voir un peu comment ils gagnent, et c'est de mettre en place des exercices par rapport à ça pour amener quelque chose. Mais clairement, oui, on l'a senti en début de saison, tu as été énorme. Et après, voilà, les aléas du sport, des trucs qu'on ne contrôle pas. Ok. Bon, on arrive sur la fin. Un camp au Sénégal un jour, tu penses que c'est possible ou pas? Ou compliqué? J'aimerais bien, même
amener des jeunes ou tu vois, non, oui, bah oui, carrément, moi, ça serait dans le monde même. Non, c'est important parce qu'en plus, le Sénégal, c'est un vivier aussi de joueurs, il y a tellement de potentiel, de grand. Mais non, en Afrique même en général. Mais voilà, des projets, des envies et des projets à mettre en place, ça serait. Faut pas se brider. Ah non, j'ai pas de limite. Hein, j'ai pas de limite, comme dit. Seul, je sais plus comment ils disent en anglais. Voilà. C'était pour voir si ton anglais était au point. Moi, j'en reviens, donc il est encore là. Dernière question, avant de passer à la question mystère, par l'invité mystère, pardon. Au début, j'avais mis 10 ans, mais 10 ans, c'est un peu loin. Dans 5 ans, tu te vois comment? Que ce soit professionnellement ou n'importe, tu te vois. Le Vincent, dans 5 ans, tu penses que ça sera quoi? Bah, au niveau professionnel, continuer à faire grandir mon académie, faire profiter au max de personnes. Déjà être humble comme je le suis, je pense pas, ceux qui me connaissent, même ceux qui ont appris à me connaître, je ne pense pas avoir changé ou quoi que ce soit, mais voilà, continuer à être un bon mari, père de famille, et prendre autant de plaisir à faire partager notre passion qu'est le basket et évoluer avec le temps aussi, parce que tu vois, je te parlais tout à l'heure des vidéos sur les réseaux sociaux, tu vois, je te prenais la tête à l'époque, maintenant, comme on dit, seuls les cons ne changent pas. Donc mais j'ai appris qu'il faut vivre à son époque, donc les choses évoluent et on apprend avec et on évolue. Donc continuer à prendre du plaisir et être en bonne santé aussi à mes proches, à tout le monde. Ok. Bon. Écoute, on te le souhaite. On te le souhaite. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo de l'invité mystère ou... Tenez, Mon gars Jimmy, Vini, c'est comment? Bon, petite question pour toi. À savoir que tout le monde te connaît en tant que basketteur, en tant que coach, en tant que préparateur physique, en tant que gardien. Mais si à tout hasard, tu n'aurais pas été basketteur, entre le cinéma, faire une carrière de cinéma et une carrière de footballeur, tu sais que tu as touché un peu aux deux, laquelle tu aurais choisi? On est ensemble. Waouh, je ne m'attendais pas du tout, mon gars, sûr. Moi si tu veux, si tu aimais une réserve, si tu aimais une réserve, tu as le droit de dire, tu as le droit de donner un indice, si tu ne veux pas donner toute la réponse, tu donnes un indice. Et essaye de trouver peut-être celui qui trouve. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça parce que waouh, je pense que là, pour que certains la connaissent, mais j'ai joué avec un grand monsieur, mais qui n'est pas basketteur. J'ai joué au basket avec lui. Je vous laisse mettre ça en commentaire sur la vidéo, là, cette partie-là. Vous taguez 2 personnes et si vous trouvez la personne, vous gagnez la tenue du prochain camp. Ok. Mais faut que tu donnes mais par contre, les gens qui connaissent non, ça compte pas. Après un indice. Faut que tu donnes un peu d'indice là parce que l'indice il a été donné un peu sur la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Il y a entre footballeurs, si tu la mets. Il y a un petit indice à ce niveau-là. Mais si je donne maintenant, ça peut aller très vite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Okay. Mais voilà, suivez-moi, mettez un petit commentaire sur la vidéo avec potentiellement le nom. Donc, voilà. Bon, peut-être je donnerai un indice parce que sinon ils vont avoir du mal. Mais tu penses? Ouais, je cherche. Après, tu peux. Je verrai, je vais trouver un moyen. Voilà, tu trouveras, tu donnes un indice. Le reste, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Il m'a envoyé là tout à l'heure, j'en dis et tout, c'est à 19h. Il m'a dit ouais, t'inquiète. Parce qu'il a un match à Mulhouse là. C'est Guy Georges, tout au buzzer. Écoute, merci Georgie. Et un bon gars aussi avec qui fait partie des joueurs avec qui j'ai joué et qu'on est resté en lien. Un vrai ami, ouais. Voilà. Ok. C'est le sang. Écoutez, c'était le premier épisode de Temps Mort. On a pris le temps de s'arrêter sur sa vie avec Vincent Mendy. Yes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remets encore une fois ici, regardez
le nom de son académie sur Instagram. Et ouais, allez-y. Tiens. Donc abonnez-vous vraiment. Et puis on se retrouve plus tard pour un prochain épisode. Et voilà, n'hésitez pas à commenter. Yes. Merci. Merci mon gars. Allez, je vais te faire souffrir un Allez, peu. c'est parti. Oh purée. Wow. Bon, attends, effectivement, j'ai 40 piges. Wouh, putain. Margot, elle doit avoir mal aux jambes aussi. Combien de temps ça dure? Ouais, t'auras du boulot. Hein. Ouais, mais J'ai en été vrai, bavard.